Salut mes petits Azounés. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le premier volet d'une série de vidéos analyse one-picienne. On va s'attaquer à décortiquer le traitement de la parentalité par Eiichiro Oda et des différences de traitement dont il fera preuve. C'est un sujet qui a finalement été assez peu développé, assez peu examiné de près. Alors je ne vais pas faire un top, on est bien d'accord, je ne suis pas là pour déterminer qui est un bon parent, qui est un mauvais parent, qu'est-ce qui fait que, au travers de mon analyse subjective, je vais attribuer des notes bonnes ou mauvaises. Non, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Je suis plutôt parti sur une analyse en catégorisant les différents types de relations parents-enfants parce qu'on peut retrouver certaines similitudes dans certains cas. Et puis comme ça, en faisant une vidéo par catégorie, ben vous l'aurez compris, ça me fait un peu plus de vidéos sur la chaîne. Donc plus de notoriété, plus de visibilité, plus de vues. Rapport monétisation, tout ça, ben t'as pigé, on est bon, on est raccord. Hein, parce que moi, ben, ma religion, c'est le capitalisme. Et je suis là pour mon kink, hein, c'est de gagner de l'oseille. Voilà. Parce que, pépère, là, faut le nourrir le fauve. Hein. Jingle. One Piece nous offre un récit tellement riche en informations, en histoire, en péripéties, en développement de personnages, qu'on peut parfois passer au travers d'éléments intéressants et importants de la trame narrative. L'aventure suit en effet un cours effréné. On passe d'un arc à un autre, découvrant de nouveaux pays, de nouveaux contextes géopolitiques, avec des enjeux sociaux qui font souvent écho à notre monde. Et pour écrire de bonnes histoires, il faut que les personnages soient hauts en couleur, charismatiques, mais qu'ils nous donnent aussi l'impression d'être humains, palpables dans notre réalité, afin de pouvoir nous identifier à eux. Et ça tombe bien, car des personnages, One Piece en a créé à l'appel. Début 2025, on en compte déjà 1400, c'est énorme. Si pour la plupart il n'y a pas grand chose à raconter, d'autres en revanche feront l'objet d'un développement narratif très poussé de l'auteur, allant même jusqu'à creuser profondément et révéler leurs travers et les rendre ô combien humains. Car non, le monde de One Piece n'est pas complètement manichéen, il n'existe pas à proprement parler de bien absolu qui s'opposerait au mal, les nuances sont beaucoup plus développées que cela. J'en veux pour preuve que si l'on considère que l'obscurantisme du gouvernement mondial pourrait s'apparenter à l'ennemi global du monde, alors les porteurs du dit en seraient les adversaires et donc les libérateurs. Le problème, c'est que parmi les porteurs du dit, il existerait au moins deux courants de recherche de la liberté absolue qui sont radicalement antagonistes, qui ont deux moyens d'y parvenir différents. Donc on ne peut pas dire que les porteurs du dit soient manichéennement bons. Dans ce contexte, il n'existera donc pas de personnage foncièrement bon ou mauvais, puisque chacun agira conformément à ses rêves et à sa volonté. De leur point de vue, leurs actions seront donc justifiées. Ceux qui agiront à contre-nature seront punis, tandis que ceux qui verront leurs rêves détruits seront vaincus dans la trame de l'histoire, car un antagoniste n'est pas vaincu par la perte de la vie, mais par la destruction de son rêve ou de ses idéaux. Le monde de One Piece est conçu de telle façon que chaque île vit refermée sur elle-même dans son propre écosystème, les seules interactions avec le monde extérieur étant les navires de commerce, les navires de pirates et de la marine, et le journal de Morgan. On pourrait donc s'attendre à ce que la société soit traditionnellement classique, rassemblée autour de la famille et de ses valeurs. Si c'est bien souvent le cas pour le Kidam général de One Piece, les personnages principaux connaîtront un traitement bien différent et pour tout dire souvent chaotique. Peu d'entre eux entretiendront des relations paisibles et épanouissantes, subissant très souvent un traumatisme avant de connaître pour certains la rédemption. Des relations aussi complexes qu'émotionnellement fortes ou même carrément toxiques. Nous allons passer en revue tous les types de relations parents-enfants que Oda nous a gratifiés. C'est parti pour le premier volet avec le premier parent type, le parent Balek. Alors le parent Balek, vous l'aurez compris pour Balé, C-O-U-I-2-L-E-S, eh bien c'est un parent pour qui la parentalité lui est tombée dessus un peu au pif. Lui, il avait d'autres aspirations que de rester à la maison pour pouponner. Son rêve à lui, c'était de partir à l'aventure, d'aller explorer le monde, d'aller explorer son passé, son histoire également. Il a jamais voulu
sacrifier cette vie-là, cette vie d'aventure, pour une vie de famille bien posée. Néanmoins, il est important de noter quand même le sentiment d'amour profond pour sa famille et pour ses enfants. Luffy Dragon. On ne sait pas encore ce qui a poussé Dragon à quitter le cocon familial. Le passé des deux personnages n'a pas encore été dévoilé, pas plus que l'identité de la mère de Luffy. On ne sait rien de ce qui a poussé cet ancien soldat de la marine à fonder un mouvement révolutionnaire et choisir une voie extrême. Luffy, qui n'a a priori aucun souvenir filial avec son père, sait qui il est néanmoins, mais ne semble pas lui porter grand intérêt. Luffy semble le considérer comme un étranger. Dragon, en revanche, suit l'évolution de son fils à distance, veillant à ne pas l'approcher de trop près, ce qui pourrait faire échouer ses plans. Il tâchera d'étouffer ce lien parental, synonyme de menace pour lui. Qui sait ce que le gouvernement aurait pu faire s'il avait su que Luffy était le fils de Dragon, l'homme le plus recherché au monde? Ne dit-il pas au chapitre 1101 à Kuma qu'un enfant est une faiblesse pour un parent? Fier, Dragon l'est de son fils, lorsqu'il découvre qu'il a embrassé la vocation de pirate et qu'il se place du côté des opprimés. Il continuera de veiller sur lui à distance et interviendra même en personne comme à Locktown pour lui éviter une capture certaine par la marine, jusqu'à ce qu'il soit sûr que son fils soit capable de survivre seul et de ne plus représenter une faille pour lui. On attend donc avec impatience les retrouvailles entre le père et le fils, peut-être au moment d'aller secourir Garp des mains de Barbe Noire, ce qui nous donnerait l'occasion d'avoir un énorme flashback de l'histoire des Monkey D, avec notamment peut-être des petits morceaux de relations entre Garp et Dragon, quand Dragon était petit. Mais oui. Je fais une petite parenthèse sur la non-relation entre Goldie Roger et Ace. Je ne la développerai pas longtemps, faute d'éléments, juste pour la mettre en parallèle avec celle de Dragon et Luffy. Pour dire que si Dragon a coupé les ponts avec Luffy, c'était par crainte que ce dernier puisse être utilisé par la marine pour lui nuire, alors que Roger l'a fait pour protéger Ace en rapport avec le statut de pirate recherché de son père, ainsi que pour protéger Portgas dit Rouge, la mère d'Ace. Usopp Yasopp. On a ici une relation dans la lignée des Monkey D, ce qui tisse un lien d'amitié supplémentaire entre Luffy et Usopp au travers de leur passé d'enfants abandonnés par leur père. À la différence qu'Usopp, lui, a vécu quelques années seul avec sa mère, qui lui racontait les exploits de son père. Usopp n'a donc vécu que dans le roman raconté par sa mère, d'un héros parti à l'aventure avec son capitaine, ce qui explique qu'Usopp admire son père à qui il veut ressembler au lieu de le détester. Yasopp, lui, a choisi de vivre son rêve de devenir pirate, abandonnant femme et enfants. Il reste néanmoins mélancolique et espère ouvertement pouvoir les retrouver un jour. C'est du moins ce qu'il dit à Luffy lorsque l'équipage du Roux fait escale à Fushia. On ne sait pas s'il a été mis au courant de la mort de sa femme, mais il suit les aventures de son fils via les avis de recherche et les articles de journaux. Les deux hommes ne se sont pour ainsi dire jamais vus, mais il existe un profond respect entre eux et une envie commune de se retrouver. Robin et Olvia Nico. Olvia Nico est une archéologue d'Ohara. Avec son mari, ils sont à la recherche d'indices pouvant expliquer ce qu'il s'est passé durant le siècle oublié. C'est dans ce contexte que Robin voit le jour, qui sera confié à son oncle sur Ohara pendant 6 ans, période pendant laquelle Olvia poursuivra ses recherches de par le monde. Capturée par la marine, Olvia assistera à la destruction d'Ohara, où elle verra une dernière fois Robin alors âgée de 8 ans avant de mourir. Les parents de Robin sont ici dépeints comme des géniteurs qui ont donné la garde de leur fille à une personne de confiance en sûreté sur l'île et qui ont poursuivi leurs recherches conformément à leur vocation. Mononosuke et Iori Oden Kozuki. Peu après sa rencontre avec Barbe Blanche, Oden fait la rencontre de Toki. Ensemble et à bord des bateaux de Barbe Blanche, le Moby Dick et de Roger Loro Jackson, ils ont 2 enfants avec lesquels ils découvrent le monde. Toki malade, Roger et Oden déposent la petite famille à Wano Kuni, mais Oden repart aussitôt attiré par la volonté de découvrir l'histoire racontée par les poneglyphes et à naviguer vers la dernière île du monde. Il a bien évidemment remarqué que quelque chose se tramait sur son île natale, laissée à Orochi et Kaido, mais laissa ses vassaux assurer la sécurité de son clan pendant son absence. C'est à son retour qu'il prit la mesure des dégâts et des changements opérés. Il agit alors en seigneur de province responsable, endossant les brimades afin de préserver son peuple et sa famille.
Pendant 5 ans, il dansera nu dans les villes le jour pour éviter à sa province que le Kuru d'Orochi et Kaido ne fassent d'innocentes victimes et trouvera du réconfort auprès de sa famille et de son clan, son fils apprenant à devenir un guerrier et sa fille à devenir une demoiselle de la cour. Il écrira ses mémoires afin que Momo, son fils, prenne le relais lorsque Joy Boy fera son grand retour dans 20 ans et lèguera à ses enfants ses 2 sabres. Oden Kozuki fut à la fois le parent présent et protecteur qui n'a pas hésité à prendre ses responsabilités pour éviter à ses vassaux, à sa famille et aux habitants de sa province de prendre le Kuru de Kaido et Orochi, mais aussi l'aventurier, conscient de ses responsabilités d'être le dernier homme à connaître, à savoir lire les poneglyphes afin d'apprendre l'histoire du siècle oublié, les mystères de ce monde et surtout de transmettre ce savoir pour les générations futures. Et puis, comment ne pas parler du cas le plus tragique? Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'un personnage tente de s'extraire de sa condition, il allait être sévèrement puni. Celui-ci, il avait une vie de pirate toute tracée. Il ne manquait de rien, il appartenait à une grande famille crainte et respectée, qui plus est dirigée par un dragon céleste qui était devenu grand corsaire. Mais un jour, le temps d'une averse, il entreaperçut qu'un autre avenir pouvait s'offrir à lui. Nous sommes à Dressrosa. Doflamingo vient de lancer sa Birdcage qui va emprisonner petit à petit tous les protagonistes de l'arc dans ses filets. Dans une histoire dramatique où un soldat en fer blanc ne pouvait qu'hurler sa détresse sous la pluie, sa condition de jouet lui interdisant de pleurer, d'avoir perdu sa femme, et devant sa fille qui avait perdu tout souvenir de lui, dans des combats impliquant à la fois une montagne de muscles à la voix de Crécelle, un homme poisson en talons aiguilles, un géant d'Elbaf, un guerrier unijambiste contre un homme drapeau dans un champ de tournesol, nous découvrions, avec un haussement de sourcils, un personnage habillé en bébé, sucette à la bouche et lunettes noires. Non, pas lui, pas lui. Je parle de lui. Senior Pink, Gimlet. Senior Pink, c'est l'histoire tragique d'un mec bien dans ses pompes de pirate, la classe à l'italienne, qui va commettre l'irréparable. Croire qu'il est possible de vivre 2 vies simultanément en secret. Tantôt il sera pirate dans la Don Quichotte Family, tantôt il enfilera le costume de mari et père avec Russian et Gimlet, les 2 mondes qui ne vont jamais se croiser. Mais un jour que Senior Pink est en mission, Gimlet tombe mortellement malade et Russian apprend en même temps la supercherie de son mari, ce qui provoque chez elle un choc si terrible qu'elle en devient complètement inerte, ne parvenant plus à communiquer avec l'extérieur. Dévasté et cherchant à tout prix à réparer l'horreur dont il est responsable, il tente par tous les moyens de faire sourire à nouveau son épouse. Et par hasard, un jour qu'il s'était déguisé en nourrisson rappelant le costume de Gimlet, le visage de Russian s'éclaira et elle sourit à nouveau. Depuis, comme pour tenter de réparer ses erreurs, Senior Pink porte le lourd fardeau de sa culpabilité, sans jamais se plaindre, sans jamais s'émouvoir. Je pense que ce personnage-là est l'un des plus magnifiquement écrits par One Piece. Vraiment. C'est le personnage dramatique par excellence. Ça pourrait être votre voisin à qui il est arrivé le pire. Malgré les saloperies que ce mec ait pu faire en tant que pirate, on ne peut qu'avoir de l'empathie pour ce mec. On ne peut être que triste avec lui et pleurer avec lui. La séquence en animé, elle est juste déchirante, avec la musique à la fin du combat, mais aussi Franky, qui par sa bienveillance permet à Senior Pink de s'abandonner à ses larmes. L'émotion, elle est omniprésente, comme d'ailleurs à certains moments de l'arc, toujours en animé. Je repense notamment au passage déchirant de la mort de Scarlett. J'entends encore la complainte déchirante de Kyros, qui en est réduit à sa condition de soldat de fer blanc, qui ne peut pas pleurer, qui ne peut pas verser des larmes et se délivrer de ce sentiment-là, de cette impuissance-là. Ah, cet arc, c'était beau, c'était beau. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui sur ce premier volet, le parent type, le parent Balek. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura replongé avec nostalgie dans certains arcs de One Piece, que ça vous aura donné également envie
de vous remater quelques épisodes de cette période-là. Partagez-moi en commentaire si vous voyez d'autres relations parents-balèques que j'aurais pu oublier ou que j'ai occultées. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, je vous le disais. Et puis, on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Alors, des réactions live sur les chapitres en cours de One Piece. Mais aussi les autres cas de parentalité que je vais vous sortir. Et puis, on va s'attaquer à du lourd. Voilà. Hein? Allez, salut, à plus. Ciao. Faut le nourrir, le bestiau. Hein? Un schmackos? Ah oui. Eh oui, il aime bien les schmackos.